Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alain qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Voldemort, le grand méchant de la saga Harry Potter. Harry Potter, comme vous le savez tous, est un orphelin dont les parents ont été tués par le mage noir Lord Voldemort. Mais pourquoi Voldemort s'en est-il pris à la famille Potter ? Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on apprend que Harry a fait, avant sa naissance, l'objet d'une prophétie de Sibylle Trelawney. Lors d'un entretien avec Dumbledore, celle-ci a prédit que celui qui pourrait vaincre Voldemort approchait, qu'il naîtrait de ceux qui l'ont par 3 fois défié, à la fin du mois de juillet. Severus Rogue, espion de Voldemort à ce moment-là, entend cette prophétie et va immédiatement prévenir son maître, mais il n'a pas entendu la fin de la prophétie qui dit que Voldemort marquerait cet ennemi comme son égal et qu'il aurait un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Suite au récit de Rogue, Voldemort conclut que c'est l'enfant des Potter qui fait l'objet de cette prophétie, même si un autre enfant correspondait aux critères, il s'agit de Neville Londubat. Mais en essayant de tuer Harry afin d'empêcher la prophétie de se réaliser, Voldemort le marque justement comme son égal et pousse sa mère au sacrifice, ce qui va apporter à Harry un pouvoir protecteur que Voldemort ne pourra jamais vaincre. La prophétie est donc réalisée, grâce à l'intervention de Voldemort lui-même, Harry obtient le pouvoir de le vaincre 17 ans plus tard. Cette partie de l'histoire s'inscrit dans la tradition des prophéties autoréalisatrices dont il existe de nombreux exemples dans la mythologie grecque. On peut citer notamment le très célèbre mythe d'Édipe, dont il était prédit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Pour éviter que la prédiction ne se réalise, Laios et Jocaste abandonnent leur fils qui sera recueilli par un couple, et ce couple ne lui dira jamais qu'il a été adopté. Une fois à l'âge adulte, Édipe entend la prophétie qui le concerne et fuit pour ne pas faire du mal à ses parents adoptifs qu'il croit être ses vrais parents. En chemin, il tue un homme, son père, et sauve une ville dont il épouse la reine veuve, sa mère. Évidemment, si Laios et Jocaste n'avaient pas entendu la prophétie à l'origine, elle ne se serait probablement jamais réalisée, de même que c'est Voldemort lui-même qui permet de réaliser la prophétie sur sa propre chute. Cette expression, prophétie autoréalisatrice, désigne aujourd'hui un concept de psychologie ou de sciences sociales, selon lequel, lorsqu'on nous prédit un événement, souvent négatif, nous allons modifier notre comportement de telle sorte que cette prédiction risque de se réaliser. Par exemple, si on me prédit un accident de voiture, je risque d'être tellement stressé sur la route que je vais vraiment provoquer un accident, ce qui ne se serait apparemment pas produit sans cette prédiction. La notion qui va nous intéresser aujourd'hui, ou plutôt les notions, ce sont celles de déterminisme et de fatalisme, car les histoires de prophétie et de prédiction du futur sont souvent un mélange entre l'un et l'autre. Le déterminisme est l'idée selon laquelle tous les événements s'inscrivent dans un enchaînement de causes nécessaires et qu'il est donc possible de prédire un événement futur si l'on connaît cet enchaînement de causes. Le fatalisme est l'idée selon laquelle tout ce qui se passe était écrit et qu'il est impossible d'y échapper. Dans un cas comme dans l'autre, on a l'impression que le futur est en quelque sorte déjà prévu et qu'il est donc possible de le prédire. Cependant, ces deux notions sont très différentes et nous allons voir en quel sens, à partir d'un texte d'Alain que nous allons commencer par lire ensemble. Il se situe dans le livre 4 des éléments de philosophie au chapitre 6 qui s'appelle justement du déterminisme. Un peu moins de poudre dans la charge, l'obus allait moins loin, j'étais mort. L'accident le plus ordinaire donne lieu à des remarques du même genre. Si ce passant avait trébuché, cette ardoise ne l'aurait point tué. Ainsi se forme l'idée d'un déterminisme populaire, moins rigoureuse que la scientifique, mais tout aussi raisonnable. Seulement l'idée fataliste s'y mêle, on voit bien pourquoi,
à cause des actions et des passions qui sont toujours mêlées aux événements que l'on remarque. On conclut que cet homme devait mourir là, et que c'était sa destinée, ramenant ainsi en scène cette opinion de sauvage que les précautions ne servent pas contre le Dieu, ni contre le mauvais sort. Cette confusion est cause que les hommes peu instruits acceptent volontiers l'idée de déterminisme. Elle répond au fatalisme, superstition bien forte et bien naturelle comme on l'a vu. Ce sont pourtant des doctrines opposées. L'une chasserait l'autre si l'on regardait bien. L'idée fataliste, c'est que ce qui est écrit ou prédit se réalisera, quelles que soient les causes. Les fables d'Échille tué par la chute d'une maison et du fils du roi qui périt par l'image d'un lion nous montrent cette superstition à l'état naïf. Et le proverbe dit de même que l'homme qui est né pour être noyé ne sera pas pendu. Au lieu que, selon le déterminisme, le plus petit changement écarte de grands malheurs, ce qui fait qu'un malheur bien clairement prédit n'arriverait point. Mais on sait que le fataliste ne se rend pas pour si peu. Si le malheur a été évité, c'est que fatalement il devait l'être. Il était écrit que tu guérirais, mais il l'était aussi que tu prendrais le remède, que tu demanderais le médecin, et ainsi de suite. Nous avons vu, juste avant la lecture du texte, la définition du déterminisme en tant que théorie générale de l'explication de la nature. On suppose que tout phénomène peut être entièrement expliqué par les causes qui le déterminent. Alain remarque dans cet extrait que le déterminisme trouve également une forme populaire. À chaque événement, on en vient spontanément à chercher le petit détail, le petit maillon de la chaîne qu'il aurait suffi de modifier pour que le résultat soit différent. Quand un accident se produit, on peut facilement retrouver toutes les causes dont l'enchaînement a rendu cet accident possible. Or, cette chaîne de causes est faite de telle sorte qu'une petite modification dans les événements précédents aurait suffi à éviter l'accident. En sachant ce qui va arriver et le chemin qui va y mener, il est alors très facile de contrer la prophétie. C'est ce que Voldemort a voulu faire en tuant Harry avant qu'il n'ait l'âge de s'opposer à lui. Le problème, très bien illustré dans Harry Potter, vient du fait que cette idée de déterminisme, qui est une théorie scientifique, se retrouve dans sa forme populaire teintée de superstition. L'attitude du superstitieux est contraire à celle du scientifique. Alors que le scientifique fait des hypothèses sur ce qui doit arriver et accepte le fait que ces hypothèses soient réfutées, le superstitieux refusera tout ce qui vient mettre en crise sa théorie. Autrement dit, le superstitieux croit savoir ce qui va se produire, et il en est tellement persuadé qu'il ne tiendra compte que des éléments qui valident son hypothèse. Pour que ce soit plus clair, prenons quelques exemples. Si je crois que les chats noirs portent malheur et que je croise un chat noir, je vais donc être intimement persuadé qu'il va m'arriver malheur. Dès lors, tous les événements de ma journée seront interprétés de telle sorte qu'ils valideront ma croyance. Si je manque de me faire écraser par un bus, je vais dire que c'est par malchance au lieu de reconnaître la chance d'y avoir échappé. Si je reçois coup sur coup une bonne et une mauvaise nouvelle, je ne vais retenir que la mauvaise pour valider ma croyance. Prenons un exemple encore plus parlant. Si je suis superstitieux et que j'ai un accident de voiture dont je sors indemne, je peux l'interpréter de deux façons. Si j'ai croisé un chat noir en partant, je vais dire « c'est à cause de ce chat que j'ai eu un accident, il m'a porté malheur ». Mais si j'ai mon porte-bonheur sur moi au moment de l'accident, je vais plutôt l'interpréter de cette façon « heureusement que j'avais mon porte-bonheur sur moi, grâce à lui, je suis sorti indemne de l'accident ». Cette façon de ne tenir compte que des éléments qui valident notre croyance de départ est la définition de ce qu'on appelle les biais cognitifs. La superstition est un type de biais cognitif, mais il en existe d'autres. Par exemple, les préjugés. Si je suis une personne qui a des préjugés sexistes, par exemple si j'ai le préjugé que les femmes ne savent pas conduire, alors à chaque fois que je vois une femme qui conduit mal, je vais en faire une preuve supplémentaire que j'ai raison et que ma croyance est vraie. Mais quand je rencontrerai des femmes qui conduisent bien, j'aurai tendance à dire que ce sont des exceptions, ou même à oublier qu'elles existent. Voilà pour cette petite parenthèse sur la question de la superstition, revenons à l'explication du problème. Notre déterminisme populaire a tendance à se mêler de cette superstition qui est le fatalisme. 2 chapitres plus haut, Alain a défini le fatalisme de la façon suivante. Je cite. « Le fatalisme est une disposition à croire que tout ce qui arrivera dans le monde est écrit ou prédit, de façon que, quand nous le saurions, tous nos efforts ne feraient pas manquer la prédiction, mais au contraire, par un détour imprévu, la réaliseraient. » Fin de citation.
On reconnaît parfaitement ici ce qui se passe avec Voldemort, malgré tous ses efforts pour éviter que la prophétie ne se réalise, elle se réalise quand même. Pourtant, il semble qu'on puisse également interpréter ces événements d'un point de vue déterministe. On peut en effet reconstituer la chaîne d'événements qui a conduit à la réalisation de la prophétie. Est-ce parce que, comme on le croit généralement, fatalisme et déterminisme sont des doctrines liées ? Tout l'intérêt du texte d'Alain va être justement de montrer que ces deux doctrines sont en réalité opposées. On les confond généralement parce que l'une et l'autre justifient le fait que l'on puisse prédire l'avenir, soit parce qu'il est déjà écrit, soit parce qu'il obéit à un strict enchaînement de causes. En effet, selon la doctrine déterministe, la connaissance du futur devrait permettre de l'éviter à coup sûr. Il suffit d'analyser l'enchaînement des événements, d'en modifier un, pour que le résultat change complètement. Ce scénario se retrouve dans de nombreux films impliquant des voyages dans le temps, par exemple dans L'Effet Papillon ou Retour vers le futur. Chaque action du personnage sur son propre passé ou celui de ses proches va changer complètement son présent. Ces deux films s'opposent donc à la doctrine fataliste, selon laquelle tout est écrit à l'avance, de telle sorte que rien de ce que nous pouvons faire évitera la catastrophe. Dans le texte précédent, Alain évoque l'exemple d'une fameuse fable de La Fontaine qui met en scène Échille, un grec. Un oracle lui aurait prédit sa mort par la chute d'une maison, donc pour échapper à cette mort, Échille choisit de ne dormir plus qu'à la belle étoile pour rendre impossible la prédiction. Or, il mourra bien de la chute d'une maison, en un sens, car il mourra tué par une carapace de tortue lâchée au-dessus de sa tête par un aigle. L'oracle de cette fable est formulé de telle sorte que plusieurs interprétations sont possibles, ce qui l'a conduit à se réaliser malgré le bouleversement de la chaîne des causes. Maintenant que nous avons bien distingué ces deux doctrines, posons-nous la question. La prophétie de Sybil Trelawney prédisant la chute de Voldemort est-elle fondée sur le déterminisme ou sur le fatalisme ? Pour le dire autrement, quand Trelawney fait une prédiction, se fonde-t-elle sur la connaissance d'une chaîne causale ou sur un destin déjà écrit à l'avance ? Pour y répondre, nous pouvons essayer de nous demander ce qui se serait passé si Rogue n'avait pas entendu la moitié de la prophétie, car c'est bien sa présence à ce moment précis qui est capitale dans la suite des événements. D'un point de vue déterministe, nous pourrions penser que si Rogue ne s'était pas trouvé à cet endroit précis, si par exemple en revenant dans le passé nous pouvions empêcher sa présence à ce moment-là, la prophétie ne se serait pas réalisée puisque Voldemort n'aurait pas essayé de tuer Harry. On peut alors supposer que si Trelawney fait sa prédiction exactement à ce moment-là, c'est parce que, justement, toutes les conditions initiales de la chaîne de causes qui mène à la chute de Voldemort sont réunies. Il faut donc prendre en compte le fait qu'elle fasse sa prédiction pile à ce moment-là, car si elle l'avait faite 1 heure plus tôt, cela n'aurait pas fonctionné. Ou si Rogue n'avait pas été là. Ou si Dumbledore, témoin de la scène également, l'avait tué ou fait prisonnier. Ou si on avait empêché Trelawney de parler. Bref, en supprimant un élément de la chaîne, on supprime la conséquence qui s'ensuit. Cependant, on peut aussi considérer que la chute de Voldemort était écrite et que la tentative ratée d'y échapper est une preuve de l'existence du destin et de la fatalité. Après tout, même si on a le sentiment que la prophétie ne se serait pas réalisée sans l'intervention de Rogue, ou simplement sans qu'elle ne soit prononcée, Voldemort s'était déjà battu 3 fois avec les Potter et les Londubat, puisque Neville, le fils des Londubat, aurait pu lui aussi être l'enfant de la prophétie. On connaît le courage des parents de Neville, et on peut facilement imaginer qu'à la place des Potter, ils auraient agi de la même façon. La mère aurait pu se sacrifier pour sauver son enfant, et ainsi lui offrir une protection contre Voldemort. Peut-être donc que ce futur était écrit et inévitable du fait de la personnalité égocentrique et orgueilleuse de Voldemort, qui aurait nécessairement commis cette erreur un jour. Dans ce cas, les prédictions de Trelawney se fonderaient plutôt sur l'existence d'un destin préexistant. Pour tenter de résoudre ce problème, on pourrait analyser les autres indices présents dans la saga. De l'avis de beaucoup d'enseignants de Poudlard, la divination n'est pas vraiment une matière sérieuse et ne permet pas de faire de véritables prédictions. Le professeur McGonagall, quand elle reçoit ses étudiants de 3e année après leur premier cours de divination, leur dit de ne pas s'en faire si leur professeur a encore prédit la mort d'un élève, car cela arrive tous les ans et personne n'est encore mort.
Si la divination n'est pas prise au sérieux par les sorciers les plus brillants, parmi eux le professeur McGonagall, le professeur Dumbledore et même Hermione Granger, c'est selon eux parce que le futur dépend de trop d'éléments, que nos actions peuvent à tout moment le modifier et qu'il est donc extrêmement difficile de le prévoir. Pourtant, si on se penche sur les quelques prédictions que fait Trelawney dans les livres, on se rend compte qu'elles semblent toutes se réaliser. Dès le premier cours, elle fait plusieurs prédictions, dont celle-ci, ce que Lavande craint le plus se produira le 16 octobre, Neville va casser une tasse, quelqu'un les quittera aux alentours de mars et Harry va mourir. Or, le lapin de Lavande va mourir et elle en sera informée le 16 octobre, Neville va bel et bien casser une tasse et Hermione quittera le cours de divination en mars pour ne plus jamais revenir. La dernière prophétie concernant la mort de Harry semble fausse, mais penchons-nous plus longuement dessus. Si Trelawney croit qu'il va mourir, c'est parce qu'elle voit le Sinistros, symbole de la mort. En réalité, tout ce qu'elle voit est un gros chien noir relié à Harry. Elle en conclut que c'est le Sinistros, mais c'est une erreur d'interprétation. Il y a bel et bien un chien noir en lien avec Harry qui s'approche lors de cette 3e année à Poudlard, puisqu'il s'agit de Sirius. D'autres prédictions sont intéressantes. Lors d'un repas de Noël, elle refuse de s'asseoir parce qu'ils seront 13 à table, et que dans ce cas, le premier à se lever sera le premier à mourir. En réalité, ils sont déjà 13 avant qu'elle ne s'assoie, puisque Peter Pettigrew est dans la poche de Ron sous forme de rat. Le premier à se lever pour l'accueillir est Dumbledore, et il mourra effectivement 3 ans plus tard. Parmi ces prophéties les plus importantes, il y a également la fuite de Pettigrew et la mort de Dumbledore. Tout se passe comme si la communauté qu'on peut dire scientifique, au sens de rationnel, croyait en un déterminisme trop complexe pour permettre des prédictions, alors qu'un destin préécrit existerait bel et bien. Pour finir, un dernier indice peut se trouver dans le traitement qui est fait du voyage dans le temps, puisque nous avons déjà fait un parallèle avec de tels films tout à l'heure. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry et Hermione reviennent 3 heures en arrière pour sauver Buck et Sirius. Comme dans l'effet papillon, l'idée est de changer le présent en agissant sur le passé. Mais contrairement à cet autre film, dans Harry Potter, il semble qu'il ait déjà été écrit qu'Harry et Hermione reviendraient dans le passé, puisqu'on se rend compte que leur double était déjà là quand ils ont vécu la soirée pour la première fois. En effet, quand Harry affronte les détraqueurs, il voit son double du futur lui sauver la vie. Le Harry du futur est donc déjà là, comme s'il était écrit à l'avance qu'il allait revenir dans le temps. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour plus de pop philo, je vous invite à aller sur mon blog carolinegiraud.blogspot.com. Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.